Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Donc, ma présentation porte sur l'observation en situation naturelle de la conduite de jeunes conducteurs novices, méthodes et résultats de la Naturalistic Teenage Driving Study, NTDS. J'aimerais en fait reconnaître l'apport des collaborateurs. Donc, on a des gens de Virginia Tech aux États-Unis, en Virginie. Charlie Clower, Susie Lee, Tom Dingus, et aussi National Institute of Health, qui est aussi aux États-Unis, Bruce Simons Martin. Donc, je vais vous faire un plan rapidement de la présentation. Si vous avez des questions, vous voulez aussi partager votre opinion sur certains points, n'hésitez pas. Et puis, je sais qu'on va m'avertir quand je vais avoir parlé trop longtemps, alors je pense que c'est mieux si c'est interactif que si on garde tout pour la fin. Donc, notre laboratoire, on travaille... en fait, notre laboratoire, c'est très différent en France. Donc, le laboratoire, c'est moi. Et je collabore avec des gens dans d'autres... on n'a pas de centre de recherche, on n'a pas la chance que vous avez. Donc, j'ai un collaborateur dont je vais vous parler là plus tard, dans un hôpital, et travaille sur les conducteurs avec les capacités affaiblies. Je travaille sur les jeunes et je travaille aussi en collaboration avec différents centres de recherche aux États-Unis. Donc, quand je vais dire laboratoire, c'est souvent beaucoup moins de gens que ce que vous êtes ici. Donc, vous avez une grande chance. J'espère que vous l'appréciez. Donc, on travaille sur les jeunes. Je sais qu'ici, c'est plutôt peut-être sur les personnes âgées. Mais quand même, vous allez voir, les méthodes de recherche qu'on utilise sont très semblables. Donc, je vais vous parler de la surimplication des jeunes conducteurs dans les comportements à risque et les accidents. Aussi, les buts de notre groupe de recherche qui sont en fait de comprendre les différents facteurs qui sont liés au surrisque. Ça, c'est un mot français, je pense, hein? Surrisque, oui. Bien écrit. Oui, d'accord. Les différents facteurs liés au surrisque et les interventions pour réduire le risque. Et aussi des différentes méthodes de recherche qu'on utilise. Aussi, je vais vous parler des questions de recherche générales et aussi spécifiques qu'on s'est posées dans le cadre d'une étude d'observation en milieu, d'observation en situation naturelle. Ensuite, la méthode, quelques résultats, quelques vidéos aussi. Et les vidéos, on ne pourra pas les enregistrer, donc j'espère m'en rappeler. Si quelqu'un peut s'en rappeler, on va devoir peut-être mettre une feuille devant la caméra pour protéger... Ah d'accord, c'est bien, merci. Pour protéger la confidentialité des jeunes sur les bandes vidéo. On fait une discussion et puis j'aimerais ouvrir sur les forces et les faiblesses de l'observation en situation naturelle. Donc au début, quand ça a commencé, on pensait qu'on pourrait répondre à toutes les questions de recherche possibles avec cette méthode. Il y a beaucoup de difficultés avec cette méthode dont on va parler plus à la fin, si vous voulez ajouter aussi ce que je vais dire. Et voilà. Alors, pour nous, en fait, et aussi selon l'Organisation mondiale de la santé, les personnes âgées de 15 à 29 ans sont les plus impliquées dans les accidents. En fait, c'est la première cause de décès chez les personnes âgées de 15 à 29 ans. Naturellement, c'est des données qui sont sorties au milieu des années 2000, avant la crise. Donc, on verra là, si la prochaine fois où ils vont publier des données, on retrouvera la même chose. On sait que le prix de l'essence a beaucoup augmenté, les gens ont moins de revenus. Donc, on pense que peut-être ça va baisser dans la décennie qui vient. Mais au milieu des années 2000, la première cause de décès chez les jeunes et la 20e cause chez les gens âgés de 70 ans et plus. Ici, on voit un graphique qui nous présente le cercle rouge qu'on voit, c'est le taux d'implication des jeunes conducteurs une fois l'obtention du permis probatoire, qui est de 4 à 7 fois plus élevé que lorsqu'ils conduisent sous la supervision de leurs parents. Vous avez un permis probatoire maintenant, je crois, en France, donc qui permet la conduite indépendante. Donc, c'est la même chose qu'en Amérique du Nord. Voilà. Et ensuite, on voit une baisse des accidents qui se fait de façon plus graduelle jusqu'à l'âge d'environ 25 ans. Ici, nous, on a des conducteurs en Amérique du Nord. Certains peuvent avoir 14 ans dans certaines juridictions,
Il y en a très peu, mais il en reste quand même encore. Il y en a un peu plus qui peuvent avoir 15 ans. La moyenne, c'est environ 16 ans. Et au Québec, on est l'une des 3 juridictions environ qui permettent la conduite à partir de l'âge de 17 ans. Donc, on est en fait... donc, c'est pas facile pour nous si on voulait, par exemple, monter l'âge à 18 ans parce qu'on serait très différent des autres juridictions. Donc, il faut quand même s'harmoniser avec les autres, pensant que peut-être certains pourraient éventuellement déménager dans la province adjacente, entre autres. Donc, on est très limité, en fait. On a monté l'âge de 16 ans et 3 mois à l'intérieur de 20 ans jusqu'à 17 ans, donc qui est assez récent. Ici encore, par 1000 parcourus, chez les jeunes, chez les plus jeunes, le taux de risque est toujours plus élevé que chez les autres groupes d'âge, même lorsqu'on tient compte du kilométrage parcouru. Juste pour vous donner quelques données là, qui sont assez semblables dans plusieurs juridictions, en Amérique du Nord, probablement aussi en Europe, en France. Donc au Québec, on a les jeunes conducteurs de moins de 25 ans possèdent 12 % des permis de conduire et sont impliqués dans 24 % des accidents mortels, 28 et 29 % des accidents graves et des accidents aussi avec blessures légères. Oui? Oui, pardon, mais là, vous avez les conducteurs de tout véhicule? Oui. C'est pas seulement des voitures? Non. Et le deux roues motorisé au Québec, ça représente quelque chose? Les deux roues, les automoteurs? Beaucoup moins qu'en France. Probablement, en fait, les titulaires de permis de conduire, c'est beaucoup moins qu'en France, c'est clair à cause de l'hiver. C'est moins populaire qu'ici. Mais je ne peux pas vous dire exactement les proportions. Donc, voilà. Et ici, donc encore 12 % des titulaires de permis et donc 95 % des infractions qui sont données au Québec, on imagine que ça ressemble pas mal à ce qu'on peut voir dans d'autres pays. Donc vitesse, feu rouge, arrêt, ceinture, les jeunes conducteurs sont surreprésentés. Ce qui est peut-être le plus fascinant, c'est le nombre de conducteurs. Les jeunes conducteurs, en fait, représentent 33 % des gens qui perdent leur permis de conduire à la suite de l'obtention de 15 points d'inaptitude. Donc, c'est un peu différent au Québec. On a, je ne sais pas si c'est exactement la même chose en France, mais nous, on a la possibilité de perdre 14 points à l'intérieur de 24 mois. Donc, les jeunes conducteurs sont plus représentés dans les pertes de permis avec 15 points. Ici encore, les sanctions liées à l'alcool, 12 % des titulaires et de 22 à 28 % des sanctions administratives ou criminelles pour les jeunes. Donc maintenant, ici, c'est l'approche qu'on a favorisée, une approche multidisciplinaire pour mieux comprendre et réduire le risque. On s'intéresse aux facteurs humains, facteurs de l'environnement routier, des véhicules, et de quelle façon est-ce que ça peut augmenter les comportements à risque, l'inattention et la distraction, qui ont été identifiés comme étant les 2 principaux facteurs précédant un accident, entre autres dans des études nord-américaines et certaines études européennes aussi. Et de quelle façon on fait ça augmente les accidents routiers. Aussi, on s'intéresse beaucoup aux interventions. On sait qu'il y a 2 types d'interventions. Des interventions plutôt d'ordre général visant la population, qui comprennent les lois, renforcement policier, promotion des lois et des comportements sécuritaires, et aussi des interventions qu'on appelle, je ne sais pas si vous l'utilisez en anglais, mais des interventions plus spécifiques et qui visent généralement 2 groupes qui répondent moins bien aux interventions générales, c'est-à-dire les jeunes et les conducteurs avec les capacités affaiblies. Donc, nous, on a en Amérique du Nord là, 2 types de lois spéciales pour ces 2 groupes. Et on travaille aussi sur ces 2 groupes parce que, pour nous, on pense que le problème principal, c'est un problème de difficulté de régulation des comportements. Dans les 2 cas, très souvent, les gens le savent que c'est dangereux de faire de la vitesse, de conduire sous l'effet de l'alcool, mais le font quand même. Donc, on s'intéresse beaucoup à qu'est-ce qui fait qu'une personne sait que c'est dangereux, mais le fait quand même. Naturellement, le 3e groupe qui est très visé par les accidents, les personnes âgées, mais le problème, selon mon opinion, vous pouvez en avoir une différente, c'est en fait, ce n'est pas un problème principal de régulation des comportements. Donc, les personnes
âgés, souvent, savent ce qui est dangereux pour eux, vont commencer à s'apercevoir que c'est moins une bonne idée de conduire la nuit. Il va y avoir un temps d'adaptation, mais ensuite vont cesser de conduire la nuit, vont peut-être choisir des moments plus propices pour conduire où c'est moins achalandé. À part peut-être des cas de début d'Alzheimer, souvent c'est un problème un peu différent que la difficulté de régulation des comportements. Et on s'intéresse naturellement aux interventions spécifiques dans nos recherches. Donc l'accès graduel, l'effet des parents et aussi des nouvelles technologies dans les véhicules. Ce qui est en bleu et vert, c'est sur quoi on travaille, et ce qui est en vert, c'est ce sur quoi on a travaillé dans l'étude d'observation en situation naturelle. Méthode de recherche, donc aujourd'hui, j'ai été invitée là, pour l'observation en situation naturelle. On fait plusieurs types d'études aussi, plusieurs études expérimentales. Donc dans mon laboratoire, on a développé un simulateur de conduite et vous voyez une petite image dans le bas ici. Donc on a construit à partir de rien finalement. Et on fait beaucoup d'essais contrôlés, randomisés, par exemple des interventions où on va faire une intervention, on suit les gens pendant un certain nombre de temps pour voir si l'intervention a été efficace. Et aussi, on fait beaucoup d'expérimentations contrôlées, randomisées, par exemple sur les effets de l'alcool et les effets de l'alcool et d'autres facteurs, l'interaction de plusieurs facteurs sur le comportement des jeunes. On a aussi des quasi-expérimentations et aussi des études populationnelles sur... Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par quasi-expérimentation? C'est ce qui n'est pas un essai randomisé, donc comparer deux groupes qui n'ont pas été randomisés aux conditions. Donc, par exemple, comparer des jeunes avec des personnes plus vieilles, par exemple. Est-ce que vous utilisez quoi en France? Je ne sais pas, on va parler je ne suis pas spécialiste, mais on va parler d'expérimentation tout court. Après, on précise, on va parler d'essais randomisés. Oui, on n'a pas de sous-catégorie d'expérimentation. Okay. Nous, on va dire quasi-experiment, pour qui n'est pas randomisé. Mais enfin, c'est plutôt en anglais, alors je ne peux pas vous dire que c'est ça qu'on utilise en français au Québec, mais c'est peut-être une mauvaise traduction de ma part. Alors, donc, je vous parle pas de la méthode d'observation en situation naturelle, je pense que vous la connaissez bien, mais je vais sauter tout de suite à la question générale de recherche qu'on s'est posée en faisant l'étude que je vais vous décrire. Donc, on s'est demandé, est-ce que les nouveaux développements de la technologie permettant d'observer en situation naturelle les conducteurs peuvent nous aider à mieux comprendre l'exposition au risque et aussi la surimplication des jeunes conducteurs dans les comportements à risque et les accidents. Et quelques questions plus spécifiques, on s'est intéressé aux changements dans le temps et aussi comment les comportements des jeunes se comparent avec ceux de leurs parents. En termes d'exposition au risque, le kilométrage parcouru, aussi l'exposition à des situations de conduite dangereuse, passagers, conduite de nuit, qui ont été identifiées comme dangereuses principalement pour les conducteurs plus jeunes, dont les conducteurs de moins de 18 ans surtout. Aussi, on s'est intéressé au comportement à risque, inattention, distraction, donc vitesse, force G qui inclut là, le freinage abrupt, les freinages et virages abrupts, et les tâches secondaires. Aussi, accidents et quasi-accidents, ainsi que, j'ai appelé ça comme ça, interaction des accidents et des comportements à risque avec la présence de passagers, le fait d'avoir des amis qui prennent des risques, inattention, distraction et aussi la réactivité du cortisol, qui est un facteur psychobiologique et qui est un des éléments qu'on regarde beaucoup dans notre travail. Je vais vous en parler là, un petit peu à la fin de la section sur les résultats. Donc, la méthode. Donc, dans nos critères d'inclusion, les jeunes devaient avoir 17 ans et moins. En Virginie, les jeunes peuvent avoir un permis probatoire à l'âge de 16 ans et 3 mois. Par contre, ils ont un permis probatoire qui leur permet d'obtenir de façon graduelle les privilèges de conduite. Donc, ils ne peuvent pas conduire avec plus d'un passager de moins de 18 ans pendant 12 mois. Ils ne peuvent pas conduire entre minuit et 4 heures du matin et ils ne peuvent pas utiliser leur téléphone cellulaire jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, on pourrait penser que ça pourrait être
pour tout le monde, mais en fait, c'est surtout... Donc, jusqu'à 18 ans, ils sont empêchés d'utiliser un téléphone cellulaire. Autre critère d'inclusion, donc d'avoir un permis probatoire depuis pas plus de 3 semaines, au moins un parent qui veut et peut participer. Durée de vie anticipée du véhicule plus grande ou égale à la durée de l'étude. Et d'habiter aussi à l'intérieur du Nord autour du centre de recherche parce que la technologie s'est développée depuis cette étude, mais à cette époque-là, on devait aller dans le coffre des véhicules pour recueillir les données. Donc, on avait une copie des clés du coffre de chaque véhicule et souvent, ça se faisait la nuit ou à l'école, la cueillette des données. Aussi une assurance responsabilité, donc je ne sais pas si c'est toujours obligatoire en France, mais ça ne l'est pas aux États-Unis, donc les gens devaient avoir une assurance responsabilité pour éviter les poursuites en cas d'accident. Critères d'exclusion, comme on sait, les études d'observation en situation naturelle, je pense que je vais l'apprendre à la fin, souvent, bon, c'est des études qui coûtent très cher, on a très peu de participants. En fait, on a exclu les jeunes qui avaient un diagnostic du trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ils sont reconnus pour avoir plus de comportements à risque, plus d'accidents. Donc, maintenant, on a un sous-groupe là, sur lequel avec ce diagnostic, mais on ne voulait pas avoir, par exemple, 4 ou 5 jeunes avec ce trouble-là, avec nos 40, étant donné la petite taille de l'échantillon. Aussi, on a un critère d'exclusion, les jumeaux identiques. Aussi, la nécessité de conduire dans des zones ne permettant pas les caméras pour des raisons de sécurité. Ça, c'est aux États-Unis, ça ne s'applique pas en France, je suis certaine. Et aussi, pour ceux qui sont allés, vous savez qu'il y a beaucoup de sécurité partout. Et aussi, accès uniquement à une camionnette. Je ne sais pas si je l'ai bien traduit. Ça s'appelle, c'est un pick-up truck. J'en ai jamais vu en Europe, mais c'est très populaire en Amérique du Nord. D'ailleurs, mon père en avait une pendant plusieurs années. Et l'idée étant qu'en Amérique du Nord, on doit déménager beaucoup de choses qu'on n'a pas envie de mettre dans notre véhicule. Des choses sales, comme du bois. Alors, on achète un véhicule comme ça où on peut mettre des choses à l'arrière. Dans certains États, ce n'est pas interdit de circuler avec des gens dans le coffre derrière. Alors, il y a toujours quelques morts par année, des jeunes qui ont tombé du coffre. Alors, enfin, et c'était exclu parce qu'il n'y a pas d'endroit où mettre l'appareillage dans un tel véhicule. Il n'y a pas de coffre. Alors, voilà. Pourquoi les jumeaux? Oui, difficulté d'identification des conducteurs. Oui. Et on recherchait une stratification, 50% hommes-femmes, mais aussi 50% de jeunes qui partagent le véhicule avec leurs parents et d'autres qui ont un accès illimité à un véhicule. Les jeunes ont reçu environ 2 000 $ pour leur participation à l'étude, d'une durée de 18 mois, 75 $ par mois, 450 $ à la fin des 18 mois pour les motiver à rester dans l'étude. 20 $ de l'heure pour remplir les questionnaires, le test en circuit fermé et aussi les marqueurs biologiques. Ça correspond aux États-Unis au montant des assurances pour un jeune qui a un véhicule assez neuf pour cette période de 18 mois. Le protocole est approuvé par le comité d'éthique de Virginia Tech. 3 formulaires de consentement, donc un pour les parents, pour leur propre participation, un pour les enfants et un formulaire pour les parents donnant la permission aux enfants de participer. Et les parents et les enfants sont informés là, que les parents n'auront pas accès aux données des enfants durant l'étude. Aussi, pour protéger la confidentialité des participants et de leurs passagers mineurs, c'est une grande question là, qui est très difficile à régler, mais les jeunes vont souvent conduire avec des jeunes mineurs. Donc, est-ce qu'on peut les filmer? Et la réponse, c'est non, on ne peut pas les filmer. Toutefois, on n'a pas enregistré le son non plus pour cette raison-là. On a pu quand même prendre des photographies floues. Je vais vous montrer un exemple qui est très flou. Nous, on le voyait un peu mieux que ce que vous allez voir, mais on peut prendre plusieurs photos à différents moments pour voir le nombre de passagers, le sexe et estimer l'âge à partir des photos. Donc, est-ce que vous utilisez ça, le mot devis ou dispositif pour une étude, un devis longitudinal? Dispositif?
Moi, j'utilise design, mais... Ah, d'accord. J'ai trop essayé de... D'accord, donc un design... Donc, c'est une étude longitudinale. On peut voir... donc, je vous ai expliqué les lettres en bas. Au mois 1, on avait l'instrumentation du véhicule, des questionnaires et un test sur circuit fermé pour les enfants et les parents, et aussi la mesure du cortisol qui s'est fait au mois 1. Au mois 6, questionnaire pour les enfants seulement. Au mois 12, questionnaire et test en circuit fermé parents-enfants. Et au mois 18, questionnaire pour les enfants et des instrumentations, on peut dire, enfants. D'accord, c'est bon ça. Du véhicule. Ça prend un trait d'union ou pas? Non, d'accord. Et la ligne rouge, donc, les mesures continues en situation naturelle. C'est une étude qui s'est faite de juin 2006 à septembre 2008. Donc, instrumentation des véhicules qui est développée par Virginia Tech. Et à ce moment-là, le système consistait en un PC Linux qui reçoit et conserve les données du réseau de capteurs du véhicule et aussi d'autres capteurs comme, par exemple, on avait 4 caméras qui prennent des vidéos et aussi des photos. Accéléromètre, information longitudinale, latérale, et ça, c'est un mot, le IA, j'ai vu le lacet. Ça se dit, circulation en lacet? Je ne voulais pas dire ça parce que je trouvais que c'est... D'accord, alors c'est ça. Et vous dites ça comment? La circulation en lacet, non? Non, c'est le lacet. Le lacet seulement? Le lacet, c'est... D'accord. Alors, c'est... voilà. Et donc, GPS et aussi possibilité d'enregistrement audio pendant 30 secondes. Donc, on n'enregistrait pas le son, mais si les jeunes décidaient de nous parler, ils pouvaient peser sur le bouton pour enregistrer pendant 30 secondes. Voilà. Alors ici, un exemple du contenu d'une vidéo et d'une photo. Donc, le numéro 1, la vue du conducteur. Le 2, l'intérieur de la cabine. Le 3, c'est la photographie floue, qui est malheureusement très floue pour le moment, mais qui est beaucoup plus claire sur ce que nous, on voyait. 4, la vue arrière. 5, la vue frontale. Et 6, la vue sur le siège arrière, afin de nous permettre d'estimer si les jeunes portaient leur ceinture de sécurité. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Là-bas? Je crois qu'on s'est trompé. Yo, c'est roulis. C'est roulis? Pitch, c'est engage. Et roll, c'est lacet. C'est ça que j'ai vu. C'est pas mal, hein? Yo, c'est quoi? Yo, c'est lacet. C'est lacet. Ah non, c'est lacet parce que le roulis, c'est la voiture qui fait ça. Le lacet, Oui, c'est le yo-rate, c'est quand on prend les virages. Oui. Là, c'est le yo-rate. C'est bien. En fait, c'est pas quand on prend les virages, c'est quand on a fait un mouvement comme ça. Donc, on récupère le véhicule. Non, c'est le lacet. Mais c'est pas nécessairement dans un virage. Oui, ce que je veux dire, Ouais. c'est oui, mais on l'a beaucoup dans les virages, il le remonte pas mal. Le yo-rate remonte beaucoup dans les virages. Quand il y a un... Nous, en fait, on mesure la correction. Hein, c'est ça qu'on veut dire par le IA. OK. Donc, les types de variables, les facteurs humains et environnementaux. Donc, les variables sont codées pour chaque déplacement. Donc, les codeurs vont enregistrer l'identité du conducteur, les caractéristiques des passagers, le nombre, estimer le sexe, catégorie d'âge, port de la ceinture, conditions climatiques, moment de la journée et plusieurs autres variables. Un déplacement, c'est considéré du démarrage à l'arrêt du véhicule. Aussi, pour les comportements à risque et l'inattention, on a des variables qui sont codées et identifiées à partir de la localisation du véhicule sur des routes présélectionnées. Donc, on était dans une région qui est Blacksburg, Roanoke, en Virginie, à l'intérieur d'un certain paramètre. Tous les gens de l'équipe de recherche aussi habitent dans ces régions-là. Donc, on a identifié aussi à l'aide du GPS les routes qui étaient les plus utilisées par les jeunes. Et on a sélectionné ces routes-là spécifiquement pour aller chercher, pour avoir le plus possible d'homogénéité dans les lieux. Et dans ces endroits-là, on a mesuré les tâches secondaires, le mouvement des yeux. Et aussi, heureusement, des variables qui sont recueillies automatiquement, donc vitesse, décélération, le IA et le kilométrage.
Et accident et quasi-accident, donc c'est des variables codées identifiées à l'aide d'éléments déclencheurs. Un accident, c'est considéré comme un contact avec un objet. Quasi-accident, similaire à un accident, mais sans contact avec l'objet. Donc, si la trajectoire n'avait pas été modifiée, il y aurait eu accident. C'est une stratégie qui est utilisée, qui est utilisée en fait de combiner les accidents et les quasi-accidents parce qu'il y a très peu d'accidents dans une étude de ce type. On sait, bon, petit échantillon, coût élevé, et aussi, donc, une personne dans notre équipe, Feng Guo, s'est intéressée à savoir si c'était une stratégie qu'on pouvait considérer efficace et il tente de le démontrer dans cet article qui est publié dans, je pourrais vous donner les coordonnées, je ne l'ai malheureusement pas mis à la fin. Oui? Je ne suis pas sûr qu'il l'ait démontré. Il a tenté. Ils s'attendaient à. Ouais. Et je crois que je l'ai lu assez attentivement. Je ne dirais pas qu'il a démontré que c'était équivalent. En fait, jusque-là, mais c'est le début. C'est ça. En fait, c'est un des problèmes principaux de ces études, c'est que les réviseurs ne sont pas convaincus que c'est comparable. Je vais en parler plus tard, mais c'est ça. C'est une nouvelle méthode. Hein, donc, quand il y aura plusieurs papiers qui vont être publiés, ça va être beaucoup plus facile. À ce moment-ci, on a peu de preuves. On essaie là, d'y arriver. Mais c'est une tentative, merci de le préciser. Donc ici, on ne voit pas, peut-être mieux, vous le voyez mieux, on a les seuils pour détecter les accidents, quasi-accidents. Par exemple, un freinage de plus petit ou égal à moins 65 G. Information qui est toujours confirmée par les codeurs. Et la plupart des variables codées, on a un accord interjuge plus élevé que 80. Qui est 0.80 qui est considéré comme très bien ou excellent. Maintenant, les résultats. Recrutement des candidats, on a eu 315 candidats. On en cherchait 40. On en a finalement eu 42. 273 non éligibles. La raison principale, les jeunes qui appelaient avaient eu leur permis depuis plus de 3 semaines. Aussi, certains avaient la catégorie, ils appelaient, mais la catégorie était complète. On avait plus de difficultés à la fin à recruter des filles. Et aussi, la troisième raison, les véhicules, donc plusieurs jeunes avec des camionnettes, donc qui n'étaient pas éligibles, et aussi une série d'autres raisons, là, donc habitant trop loin, déficit d'attention, etc. Quelques variables démographiques, je vais vous en montrer plus loin, mais juste pour attirer votre attention, il s'agit quand même d'un échantillon avec un revenu familial assez élevé. Et aussi, on a eu plus de femmes que d'hommes chez les parents. Dans les véhicules instrumentés, 17 marques, 33 modèles, encore là, des traductions, des mots que je n'avais jamais vus. Comme nous, on dit des minivans au Québec, mais c'est des monospaces. Est-ce que c'est bien choisi? Oui, merci. Bien prononcé. D'accord. Donc, 30 berlines, oui, ça va. Et 7 véhicules utilitaires sport. Et nous, on dit SUVs. Donc, ah oui, vous dites. Donc, j'ai poussé trop loin, mais. Non, c'est SUV, c'est Sport Utilitarian Vehicle. Donc, c'est SUV. Non, en tout cas. Enfin, c'est des véhicules de ce type. Un 4x4? Oui, c'est ça. Ben, en fait, si vous voulez voir des vrais 4x4 qui vont sur les routes rurales, venez en Amérique du Nord. on a toutes sortes de choses sur les rues. Et 76% des véhicules avaient moins de 10 ans. En termes de déplacement et kilométrage, environ 100 000 déplacements, 70 000 pour les jeunes sur la période de 18 mois, 800 000 kilomètres parcourus pour parents et enfants et environ 435 000 pour les jeunes. Banque de données de 5,1 téraoctets. Donc, un téraoctet, c'est un 10 à la 12.
Et en anglais, c'est trillion. Je ne sais pas ce que c'est en français, mais trillion, en fait, on n'a pas de terme, je crois, pour ça. Alors, beaucoup de données. Kilométrage au cours des 18 premiers mois de conduite, si on regarde à gauche, en fait, ce qu'on a vu, c'est une moyenne de 590 km par mois, allant de 507 à 710 km et pas de changement significatif dans le kilométrage parcouru, le kilométrage général ou la conduite de nuit versus jour. Un peu étonnant parce qu'il y avait d'autres études, comme les études auto-déclarées, où les gens donnaient leur kilométrage, où on voit là, une gradation jusqu'au 9e mois et ensuite un genre de plateau. Quand même, on sait que les gens, c'est très difficile pour eux d'évaluer leur kilométrage. Les personnes qui conduisent depuis longtemps, des jeunes, on peut penser que ça peut être encore plus difficile pour eux. Donc, voilà. Est-ce que ça démontre une particularité de jeunes qui habitent dans une région particulière? On ne voit pas de gradation. Tout de suite, les jeunes commencent à conduire pas mal de la même façon au 1er mois qu'au 18e mois en termes de situations rencontrées. Donc, c'est peut-être, on peut penser, un facteur de risque de ne pas commencer de façon graduelle. Exposition, conduite avec passagers, adolescents et la nuit. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans le temps, les jeunes vont conduire plus souvent seuls. Autant avec des amis, moins avec des adultes. Donc, il y en a plusieurs qui ont quand même commencé à conduire en présence des parents dans les premières semaines et après, ça s'est estompé. Conduite de nuit, pas de changement dans le temps. Plus de conduite de nuit pour les jeunes que pour les parents. Et puis là, comment on explique ça? Peut-être que ça peut être dû au fait que il y en a plusieurs qui partageaient un véhicule avec les parents, donc peut-être qu'ils avaient l'occasion de s'en servir plus tôt le soir. Donc, ça pourrait éventuellement être considéré comme un facteur de risque. Enfin, ici, ce qu'on voit, c'est comportement à risque, excès de vitesse 15 km/h et plus de la limite permise. Donc, on avait, par GPS, identifié sur les... En fait, même par visite physique, on a identifié les portions de route et les limites permises. Ce qu'on voit, c'est le bleu, une augmentation qui est significative des excès de vitesse des jeunes après 6 mois. Donc, les jeunes, et dans plusieurs variables qu'on a vues, les jeunes ne prennent pas beaucoup de risques au début et en prennent plus à mesure qu'ils prennent de l'expérience, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, plus d'accidents, plus de comportements à risque, mais en fait, c'est plutôt comme ça. Moins d'accidents et plus de comportements à risque avec le temps. On va voir plus loin. Aussi, on voit plus d'excès de vitesse chez les jeunes avec un accès illimité au véhicule que chez ceux qui le partagent avec leurs parents. Et maintenant, les comportements à risque, force G. Donc, on a plusieurs des comportements. On voit quelques comportements significatifs, mais on focus surtout sur le score composite. Et ce qu'on voit, pas de changement dans les comportements dans le temps chez les jeunes. Et aussi un incidence rate ratio de 5 qui est évalué plus grand que 1, donc chez les jeunes. Donc, plus d'accidents. Plus de comportements force G chez les jeunes que chez les parents. En termes d'accidents, quasi-accidents, on a vu 37 accidents et 242 quasi-accidents pour un total de 279 sur la période de 18 mois. Par contre, c'est des accidents mineurs. C'est une autre des situations qu'on a avec ce type d'études. On a 4 accidents rapportés à la police et 1 accident avec blessure mineure. Ici, ce qu'on retrouvait le plus souvent, des single vehicle, des conflits à un véhicule, où on fait, des accidents à un véhicule, merci. Conflits avec un véhicule qui précède, avec un véhicule adjacent et avec des animaux. Donc, il faut comprendre que la région de Roanoke, c'est une région que les chercheurs là-bas appellent semi-urbaine. Il y a quand même beaucoup de zones rurales, à mon avis, étant une citadine. Et il y a beaucoup d'animaux. Alors, c'est peut-être pas des chiffres qu'on retrouverait là, si l'étude avait été faite à Lyon ou à Montréal, par exemple. Ici, qu'est-ce qu'on a vu? Des baisses, une baisse des accidents au cours des 9 premiers mois. Donc, c'est des chiffres qui correspondent assez à ce qu'on voit dans d'autres études autodéclarées.
Et on voit aussi qu'il y a plus d'accidents chez les jeunes que chez les parents. Donc, en fait, au haut, c'est notre étude et les deux autres, c'est des études auto-rapportées. Maintenant, accidents, comportement à risque, passagers et amis. Donc, on a fait d'autres études où on a vu aux États-Unis que les jeunes étaient plus impliqués dans les accidents mortels lorsqu'ils étaient accompagnés de jeunes passagers. Dans cette étude-là, on ne trouve pas ça. On trouve qu'il y a un facteur protecteur des passagers. Il y a toutes sortes de différences, en fait, avec l'étude populationnelle et celle-ci. Entre autres, celle-ci, bon, c'est des accidents, il n'y a pas d'accidents graves. Aussi, bon, on a peut-être un échantillon qui est différent de l'étude populationnelle. Mais bon, ça nous fait réfléchir à... Il y a peut-être plusieurs nuances à apporter là, dans l'histoire. Donc ça, c'est un résultat qu'on ne pensait pas, mais qui est intéressant pour nous pour la suite. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les jeunes qui rapportent avoir des amis qui prennent des risques ont aussi plus de comportements à risque et d'accidents, donc un risque plus élevé pour les comportements force G et aussi pour la vitesse. Donc, on s'est dit une possibilité, c'est peut-être que la norme sociale est peut-être plus importante que l'influence directe, mais bon, en fait, peut-être que les passagers, on ne peut pas vraiment les identifier, mais peut-être que ce n'était pas eux qui avaient l'influence la plus négative sur les jeunes. Donc, enfin, voilà. Accident, inattention, distraction, implication dans des tâches secondaires. Donc aussi, là, on a vu une augmentation des tâches secondaires avec le temps. Au début, les jeunes n'utilisent pas beaucoup leur téléphone cellulaire et puis après ça, ça monte presque en ligne droite. Augmentation du risque, on a vu pour tout ce qui est d'aller chercher un objet, de signaler, de texter, aussi de porter son regard sur des objets à l'extérieur du véhicule non reliés à la conduite. Et ce qu'on n'a pas vu d'effet, c'est de parler au téléphone cellulaire. Donc ça, c'est un document qui est maintenant soumis pour publication. Et donc sur cette vidéo-là, on va voir un jeune garçon. Donc dans le haut, ici, vous voyez la cabine. Ici, c'est le devant et l'arrière du véhicule. Ce qu'on va voir, c'est qu'il va déposer, vous allez voir dans l'image du bas, il va déposer son téléphone cellulaire. Et ensuite, il va regarder pendant 2 secondes à droite. Pendant ce temps-là, le véhicule qui le précède va freiner et ça va lui prendre du temps avant de s'en apercevoir. Donc, il va freiner à la dernière minute et un véhicule va le frapper derrière, le véhicule qui le suit. Donc, là, j'espère que ça va fonctionner. Donc, vous voyez, il dépose son téléphone cellulaire. Maintenant, on va voir qu'il va tourner son regard vers la droite. Je m'excuse, il y a des petits délais. 1, 2, véhicule freine, freinage et se fait frapper à l'arrière. Est-ce que vous voulez que je le repasse? Ou oui? Oui, ça va vite. On ne l'a pas en ralenti. Bon, voilà. Donc, ce genre d'accident-là, généralement, c'est la personne qui suivait qui va être tenue responsable. Oui? Et l'accident, là, il a été considéré comme lié au téléphone ou pas? Parce que là, il pose son téléphone, mais c'est plutôt lié au fait qu'il a regardé pendant 2 secondes à l'extérieur. Ce qu'on a su, c'est qu'ils avaient mis un nouveau panneau publicitaire et c'est sur ça que ses yeux ont porté. Donc, ça serait plutôt pour avoir porté son regard à l'extérieur. Parce que le téléphone venait quand même pas mal avant. Est-ce que ça va? Question? Oui? Donc, je vous montre... sans question, je pense. D'accord. Je vous montre le prochain. Alors, celui-ci, je vous l'explique avant parce que je pense que ça va assez vite. C'est bien de savoir où regarder. Donc, lui est plus simple. En fait, c'est un jeune homme qui texte. Vous allez voir, il semble passer pas mal plus de temps à texter qu'à regarder la route. Et va s'apercevoir à la dernière minute qu'il devait freiner. Il freine quand même moins près
que l'autre véhicule, mais vous verrez après que ses yeux sont vraiment sur la route de façon intense par la suite. Des fois, c'est difficile de sentir la force G. Dans l'autre cas, c'était un freinage qui était à 1 G, dans le premier cas qu'on a vu tantôt. Ça ne se dit pas tantôt en France. Je vois les gens sourire. Voilà, alors, texto. Elle regarde beaucoup plus à l'intérieur de la cabine, sur son téléphone qu'à l'avant. Et on arrive à... Et là, on repart et on voit l'intensité sur le devant. Mais on tient encore son téléphone. Est-ce que je le repasse? Ou celui-là, c'est... Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Dans ce cas-ci, c'est vraiment plus de temps passé à regarder à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et là, on avait approché de l'arrêt du véhicule qui le précède. Et c'est considéré comme un quasi-accident, ça dépasse le seuil, et si la trajectoire n'avait pas été modifiée, ça aurait été ça aurait été un accident. Donc maintenant, dernier exemple, un quasi-accident et message texte la nuit. J'ai entendu hier à Lyon, j'ai demandé une direction et quelqu'un m'a dit « Si j'ai raison, vous m'enverrez un SMS ». Donc, j'imagine que vous n'utilisez pas le message texte, c'est ça, SMS? Oui, d'accord. Ben voilà, je pense que vous comprenez. Donc, la nuit, le jeune garçon texte et change de voie, fait son angle mort et on va voir, il va déborder sur le côté de route. Donc, on voit le téléphone en bas, change de voie. Et maintenant, on va voir qu'il va sortir de la route. Donc, je le repasse. Ça va? Oui, je vais le repasser comme les autres. On ne sait pas s'il y a de l'alcool à chaque fois. C'est difficile à estimer. On n'avait pas de capteur pour ça, dans cette étude-là. On voit, ici, change de changement de voie et... Oh, la sortie de route. D'accord? Alors, ici, c'est un peu différent. Donc, une des questions de recherche qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir est-ce qu'il y a des facteurs autres que les facteurs psychosociaux qui permettent d'expliquer le risque. Un des facteurs potentiels, en fait, c'est peut-être la façon dont les gens réagissent au stress, dans le sens où, s'il nous arrive un événement négatif, pour qu'on s'en souvienne, il faut qu'on ait eu une certaine émotion par rapport à cet événement-là. Par exemple, on a un accident, un presque accident, ça nous fait réaliser « Oh mon Dieu, c'est dangereux, je vais faire plus attention ». Et donc, l'idée derrière tout ça, c'était de voir est-ce que, par exemple, des jeunes, on a mesuré leur taux de cortisol au temps 1, au temps de base, et de voir si ceux qui réagissent à un stress en labo seraient plus portés d'apprendre de leur expérience et peut-être d'avoir moins d'accidents par la suite, versus ceux qui ne réagissent pas au stress, qui n'ont pas de réaction. J'y vais vite là parce que ce n'est pas une présentation complète. J'espère que ça sera quand même assez clair. Donc, ces personnes-là, peut-être, apprendraient moins de leur expérience et donc auraient peut-être moins de changements dans leur comportement. Donc, on a regardé, ici, ce qu'on voit, c'est que, en fait, les jeunes commencent avec un taux d'accident qui est similaire et ceux qui ont une réactivité élevée, ce qui est une bonne chose, ont une courbe significative à la baisse dans les accidents, alors que ceux qui ont une réactivité du cortisol basse, ça descend un peu, mais pas de façon significative.
Donc, voilà. Alors ça, c'est un article qui est en préparation, le prochain sur ma liste. Donc, on devrait voir ça bientôt. C'est particulier. Ça, dans la littérature, il y a au moins 50 000 articles sur le cortisol. Très peu d'études longitudinales, et c'est surtout des études avec des questionnaires qui sont faits, par exemple, 4 fois. Donc, ça, c'est la première étude, d'après ce que j'en sais, où on a pu suivre les mêmes comportements à risque pendant plusieurs mois et où, en fait, on a pu montrer une relation de façon longitudinale avec des comportements à risque. Vous n'avez Oui. fait que 2 groupes pour le cortisol? Oui. C'est pas la répartition des réponses au cortisol. Oui, en fait. C'est pas plus une loi de Oui, c'est plutôt le type d'analyse qu'on a faite. Là. On a départagé ceux qui réagissent, qui avaient une réaction et ceux qui n'en avaient pas. Mais effectivement, on peut le mettre aussi en données. Ouais, pour ce type d'analyse-là, on devait le mettre en dichotomique. Oui? Oui. Du coup, là, vous mesurez le cortisol cellulaire à 10 ou 12 mois, par exemple, de l'accident ou de presque accident? Non, on le mesure au temps de base. Au temps de base, et après vous le remesurez dessous de la vie? Non, on le mesure seulement au temps de base. Et ensuite, c'est... C'est quoi les mois là qui s'élèvent sur l'accident? C'est le taux d'accident. C'est fait donc sur les 44 Tunisie. Oui, c'est ça. 44 jeunes qui ont été suivis. Oui. Quand vous dites qu'il y a une différence significative, vous tenez compte du fait qu'il y a beaucoup de mesures répétées pour chaque individu? Dans l'analyse... Pas une question pour vous, je suis désolé. Pardon? Je ne sais pas si c'est une autre question que vous posez. Oui, vous pouvez poser toutes les questions. Oui, voilà. Donc, si on a tenu compte de la mesure répétée, dans cette analyse-là, la mesure répétée par rapport aux accidents, vous voulez dire? Non, le fait qu'on fait intervenir une personne qui a un taux de réactivité au cortisol qui va être faible, va intervenir plusieurs fois dans les différents taux. Ou pas? Là, vous prenez les personnes. Comment dire? Peut-être je réessaie de l'expliquer, vous me direz si je réponds à votre question. On le mesure au temps de base une fois, et ensuite on regarde les taux d'accident, on regarde les accidents sur les 18 mois, et donc on regarde si... C'est toujours la même personne qui a des accidents et qui a un taux de cortisol élevé. Est-ce que vous allez tenir compte du fait que c'est toujours la même personne? C'est ça que ça veut dire. Ben, on regarde en fait l'implication dans le temps. On a tenu compte de l'exposition au risque, donc du kilométrage dans l'analyse. Ouais. Donc c'est en fait c'est une analyse que j'espère tient compte de la mesure répétée, mais je peux pas. Ça porte sur ce sujet-là, mais je ne sais pas si on fait exactement ce que vous dites là. Je pourrais, si vous voulez me laisser votre carte, je pourrais vérifier et vous donner plus de précision là-dessus. Mais on s'intéresse au changement dans le temps chez les gens. D'accord. Donc, discussion sur les résultats. Donc, on voit, bon, par rapport à l'évolution au cours des 18 premiers mois après l'obtention du permis probatoire, donc, pas de changement dans l'exposition au risque. Les comportements à risque, donc une augmentation de la vitesse et des tâches secondaires. Pour la force G, donc pas de changement dans le score global, et on voit une baisse des accidents et des quasi-accidents. Donc, une des questions qu'on peut se poser, justement, c'est que si les comportements à risque augmentent ou restent stables et que les accidents baissent, qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc, des questions. Par exemple, est-ce que les jeunes deviennent de plus en plus habiles à manœuvrer les comportements à risque en évitant les accidents? Est-ce que c'est ça qu'ils apprennent avec le temps? Est-ce que, par exemple, c'est un manque d'expérience au départ qui est couplé avec des comportements à risque qui fait que c'est très élevé et que par la suite, c'est seulement, une fois qu'ils ont l'expérience, on voit seulement l'effet des comportements à risque? Enfin, c'est pas, on ne répond pas à la question, mais on observe qu'il y a plutôt des relations comme ça. Donc, c'est pas... c'est assez... Ça nous a un peu étonnés. On s'attendait peut-être à pas nécessairement avoir là, un X comme ça.
Donc, l'inattention, ce qu'on a trouvé dans l'étude, bon, qu'est-ce qui est dangereux? Les mouvements pour accéder à un objet, les regards de 2 secondes et plus non liés à la conduite. Comparaison parents-enfants, bon, sans surprise, plus de comportements à risque et d'accidents, de quasi-accidents chez les jeunes que chez les parents. Maintenant, discussion sur la méthode, si vous voulez peut-être discuter de ça, ajouter, il y a plein de choses qui ne sont pas là, mais ce genre de méthode, c'est très exigeant, longue période entre le développement de l'étude et la publication. Donc, on a commencé à mettre en place cette étude-là en 2005, les premiers papiers en 2011. Réviseurs sont très durs envers la méthode, donc on pense que ça va probablement s'améliorer une fois qu'il y en aura plus publié. Et nécessité de développer des techniques rapides et efficaces d'extraction des données. C'est ce qui prend le plus de temps, c'est très fastidieux. Ça se fait en ce moment aux États-Unis. Bon, il y a une étude qui s'appelle le SHARP2, qui a plusieurs milliers de véhicules. Je crois en Europe aussi, vous avez ce genre d'études. Donc, plusieurs personnes qui travaillent à rendre l'extraction et l'analyse de l'extraction des données là, plus facile, plus automatique. Est-ce que quelqu'un aimerait ajouter quelque chose? Oui, moi je voudrais revenir justement sur la sélection des données, le choix des données. Ce que vous nous avez présenté, c'est juste sur les portions de route sélectionnées parmi toutes les images que vous aviez ou c'est sur l'ensemble? Je n'ai pas trop compris. Je parle de toutes les images qui sont vues. Vous avez sélectionné des routes et c'est uniquement les événements qui sont survenus. Pas les accidents. Les accidents, c'est surtout. C'est surtout. Ouais, et alors, les routes sélectionnées, c'est pourquoi? C'est pour, par exemple, éviter de se faire dire que nos choix ne sont pas comparables entre les participants. Donc, on essaie le plus possible d'avoir les mêmes routes parce que la méthode est très critiquée. Et une des critiques qu'on avait déjà, c'est, bon, vous n'êtes pas sur les mêmes routes, comment est-ce que vous pouvez comparer? Donc, on a essayé de choisir des portions de route les plus utilisées par les jeunes, de par le fait qu'ils étaient pas mal dans la même région. Par contre, il nous reste beaucoup autre chose à analyser, là, c'est ça qui est intéressant. Donc, sur l'ensemble des images sélectionnées, donc les accidents, mais comme vous, les presque accidents, et après, comment vous sélectionnez des événements? Les événements, vous voulez dire? Oui, c'est-à-dire que vous avez plusieurs techniques, effectivement. C'est-à-dire les séquences témoins sur lesquelles vous appuyez pour calculer les risques. Vous avez plusieurs façons de les sélectionner. Des séquences où il n'y a pas d'événement. Oui, c'est ça. Vous prenez de façon aléatoire, un aléatoire et trier un peu sur certaines caractéristiques, par exemple, de l'environnement, ce que vous venez de dire, c'est ça? Donc, on va souvent prendre les mêmes portions où il n'y a pas eu d'événement, par exemple. Vous tirez au hasard dans l'énorme masse de données que vous avez. Oui. Donc, il y a beaucoup de données qui ne sont pas utilisées encore. Donc, eux aussi, c'est très long, très fastidieux. Donc, là, maintenant, on essaie aussi d'avoir d'autres fonds pour analyser là, des données là, qu'on n'a pas. Parce que là, ça nécessite de tout visionner, quoi. Non, pas tout. En fait, ça dépend de ce qu'on regarde. Si, par exemple, on a choisi pour la vitesse, on avait les portions de route, on savait quelle est la vitesse sur ces portions de route-là. Donc, on peut l'extraire de façon automatique. Pour les tâches secondaires, oui, ça nécessitait de tout visionner. C'est pour ça que des techniques qui vont analyser, comme par exemple, là, les mouvements des yeux étaient faits par des codeurs. Maintenant, Virginia Tech a développé un système qui s'appelle The Mask et qui a à peu près, je pense, une centaine de points au visage, donc ils ne seront plus obligés de faire ça à la main. Il y a plusieurs nouvelles techniques là, qui sont développées pour extraire les données plus rapidement. Aussi, il y a des senseurs pour l'alcool qui sont maintenant dans la nouvelle étude, qu'on n'avait pas, nous. Et c'est très difficile, là, je pense, si vous posez la question, c'est difficile d'observer ça seulement sans son et sans d'observer que quelqu'un est peut-être sous l'effet de l'alcool ou des drogues. Et pour les ratios, c'est quoi les deux situations que vous avez calculées que vous avez différenciées avec les ratios? Quand vous avez fait les ratios. Ah oui, mon Dieu.
En fait, ici, c'était les parents et les enfants. Ah, les parents. Oui, c'est ça. Dans ce cas-là, mais on a d'autres, en fait, on a d'autres plans, on a d'autres études que j'ai pas présentées, là, mais qu'on va chercher dans ce qu'on a de... Là, j'arrête sur la mauvaise image. Hein? Alors, ça, c'est pas très bon. Et vous avez trouvé un lien entre des parents... Est-ce qu'il y a quand même des parents qui sont plus risqués que d'autres? Et est-ce que leurs enfants, est-ce que vous avez fait une comparaison entre un parent et son enfant? Savoir si le fait d'avoir un parent plus risqué donne une probabilité plus importante d'avoir une conduite à risque. Oui, on voit ça. Mais c'est pas aussi élevé que les relations sont pas aussi élevées. C'est des relations plutôt faibles. Plutôt faibles. Oui, mais significatives, mais plutôt faibles. Oui. Donc, juste terminer avec les limites. Si vous avez d'autres commentaires, pour la majorité là, des études en situation naturelle, on a des participants volontaires, des petits échantillons. Moi, ça coûte très cher. C'est toujours possible que les gens conduisent d'autres véhicules. On leur demande à la fin, mais bon, ça c'est toujours dans les possibilités. Et c'est des accidents avec conséquences mineures, donc difficile d'extrapoler à des situations là, d'accidents mortels. Et dans notre cas, une étude en région semi-urbaine. Donc ici, en fait, juste pour terminer, avec une note positive, donc je voulais justement exprimer ici, c'est un outil incroyable pour mieux comprendre les comportements et aussi la promesse de peut-être qu'on pourrait prévenir les accidents, qui, on pense, c'est notre but ultime, là, donc quand on est chercheur en sécurité routière. Donc, est-ce que ça va répondre à cette question-là? Moi, j'en suis pas certaine. Je pense que lorsque l'engouement va être passé, ça va devenir une des méthodes parmi d'autres pour accéder à l'information. Donc, à notre connaissance, les points positifs, c'est l'étude qu'on a faite, c'est la seule étude longitudinale avec vidéo sur le comportement des jeunes conducteurs. Et dans le cas du cortisol, eh bien, en fait, j'en ai parlé, donc c'est aussi une étude qui nous permet d'avancer pas seulement en termes de sécurité routière, mais en termes de comportement à risque en général, la compréhension des comportements à risque, mais sur un plan un peu plus global. Ici, je vous ai donné, c'est en petit, mais les articles publiés sur cette étude, les articles qui sont les plus avancés, on en a d'autres aussi en préparation, mais moins avancés, je ne vous les ai pas donnés. Organismes subventionnaires, donc National Institutes of Health et aussi National Highway Traffic Safety Administration. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Est-ce qu'il y a des... Oui? Est-ce que vous avez pu remarquer un changement de comportement entre le tout début et puis quand on installe une caméra avec une utilisation moindre du téléphone, par exemple? Petit à petit une habituation du système et puis on oublie complètement et du coup ils utilisent peut-être plus fréquemment le téléphone cellulaire? Le cellulaire, oui. Ils l'utilisent, oui, c'est ça, on a vu. Est-ce qu'au départ ils se sentent un peu plus contrôlés, alors ils n'osent pas l'utiliser, puis petit à petit ils se libèrent un peu? Parce que si j'ai compris, ils n'ont pas le droit normalement d'utiliser jusqu'à 18 ans. Oui, donc... ils n'ont pas le droit d'utiliser. Oui. Et pourtant ils l'utilisent. Oui. Donc, on voit une augmentation. Donc, c'est ça, dans les 6 premiers mois, pas beaucoup d'utilisation. Et ça commence après, ça augmente jusqu'à la fin du 18e mois. Donc, on ne peut pas savoir si c'est parce qu'ils sont habitués. On ne peut pas y présumer des raisons, mais on peut y penser que c'est parce qu'ils peut-être ils se sentent plus à l'aise avec les autres manœuvres du véhicule. Donc, ils commencent à intégrer des tâches secondaires dans leur... Plus vite et en plus, ils utilisent plus. Oui, c'est ça. Donc, on a mesuré aussi l'assurance à travers le temps. Donc, c'est ça. On ne peut pas présumer de pourquoi, mais on observe que c'est le cas, effectivement. Mais est-ce qu'ils regardent moins la caméra? Ils la regardent jamais. Hein. Ils la regardent jamais. Non, mais dans des rares... En fait, dans le cas où le jeune homme s'est fait percuter à l'arrière, là, il a utilisé le système et il a regardé, mais
Non, c'est pas... non, on ne voit pas nécessairement beaucoup de jeunes qui regardent la caméra. Et des différences garçons-filles Pas dans cette étude. Et est-ce qu'ils utilisent beaucoup le Google pour vous donner des commentaires? Non. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas trop observés. On peut présumer, mais c'est encore une hypothèse. Les gens de Virginia Tech disent toujours qu'ils les voient faire de telles choses qu'ils présument qu'ils ne sont pas... Ils ne savent pas qu'ils sont filmés. Donc, je vous passe les détails, mais il y a toutes sortes de choses qu'ils ont pu observer, les codeurs, dont des événements qui ont été effacés aussi. Alors, enfin... Mais ça, on ne connaît pas la réponse à cette question-là. On leur a demandé aussi à la fin, mais demander à la fin, est-ce que c'est... Tu sais, les gens peuvent reconstruire aussi leurs souvenirs. Est-ce qu'ils étaient vraiment toujours conscients? Sûrement dans une partie, oui, une partie des jeunes. Est-ce que c'est ça qui fait... Quand on les voit, par exemple, quand on a vu le jeune avoir son accident, est-ce qu'on peut penser que là, il faisait ça parce qu'il était filmé? Moi, je pense pas, là, mais il y a des gens qui pensent que oui. Mais moi, je pense pas que les jeunes pensent à ça beaucoup nécessairement, d'après ce qu'on a observé, mais on peut pas. C'est difficile à démontrer. On leur demande à la fin, ils nous expliquent que pas vraiment, mais est-ce qu'ils ont agi d'une certaine façon parce qu'ils se sentaient observés? C'est une bonne question. Ouais, on n'en a pas une très bonne, je dirais. Et là, l'enregistrement se déclenchait au démarrage du véhicule. Quel était le système de déclenchement de l'enregistrement? Oui, au début. Au démarrage du véhicule. Ouais. Et vous n'avez pas eu de problème technique, enfin parce que on s'est beaucoup interrogé, on est impliqué avec Laurence dans une étude là, on installe auprès de patients Alzheimer tout un système, donc il y a eu plein d'interrogations pour faire tenir les caméras, pour faire tenir... Ils avaient déjà... déclencher le GPS qui ne se met pas en route dans le garage, c'est ça? Il y a plein de soucis comme ça. En fait, pas énormément. En fait, ils avaient déjà fait le 100 Car Study, donc ils avaient, je ne sais pas si vous aviez fait d'autres études avant, donc eux, ils avaient peaufiné beaucoup leur système. C'est sûr qu'on a eu des cas, par exemple, on a eu pendant, je suis sûre, là c'est une bonne question, ça fait longtemps qu'on en a parlé, mais il me semble qu'on a eu au moins un cas où on s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'enregistrement, mais c'est très, très, très minime là, dans la banque totale. Le système était assez bien rodé sur ce plan-là, donc pas de problème de caméra. On avait un radar, par contre, là, ça a un peu moins bien fonctionné pour la distance avec les autres véhicules. Donc ça, c'était pas très, ça n'a pas très bien fonctionné, mais le reste... C'est vrai que la position GPS, c'est le plus dur à assurer tout le temps. Nous, on a eu aussi pas mal 500 km et le plus gros problème, c'était avec le mapping. C'est-à-dire qu'ils ne se mettaient pas sur la bonne route, tu as des sauts. Donc c'est vrai que c'est plutôt la cartographie qui pose le plus de problèmes, surtout en ville, où tu peux avoir un mauvais positionnement et te dit que tu es sur une petite route alors que toi tu es sur le périphérique. D'un seul coup, il te fait sauter à côté, tu vois, 50. Donc quand tu commences à faire des hypothèses en faisant attention à la limite de vitesse, c'est pas toujours très fiable. Donc les overspeeding, c'est des trucs un peu plus difficiles à assurer. C'est une des raisons aussi pour lesquelles on s'est aussi limité à des endroits. Ouais. Il y a des sections, tu es sûr que tu les auras toujours. Mais nous, on n'a pas limité, on a juste pris quand ça marchait. Et c'est vrai qu'il y a un gros déchet qui est dû au mauvais map-machine. Moi, j'avais deux questions dans Oui. le protocole de l'étude. Il y a des moments où vous faites une partie expérimentale sur un circuit. Oui. Est-ce que vous avez essayé de comparer les résultats obtenus sur ce parcours et les résultats obtenus? C'est à venir. Oui. Donc, ouais, ce qui vient, c'est de regarder en fait tout ce qu'on a, surtout au temps de base, là, pour voir si ça peut permettre de prédire en fait les accidents par la suite ou les comportements à risque. Donc, mais c'est à venir. Oui. Et là, la performance de conduite, donc vous l'avez évaluée par le speeding. Il y a une note G, donc je pense que
c'est le fait d'avoir de fortes accélérations et décélérations. Et des virages à droite et à gauche abrupts et aussi le yaw. Mais est-ce que c'est De lacet. ça vous donne directement les incidents ou c'est autre chose qui caractérise que la conduite, une conduite pas souple Pour ceux-là, on avait des seuils. Je ne sais pas si ça va, si la réponse à votre question, vous me le direz sinon, mais on avait des seuils spécifiques. Je peux retrouver par exemple, pour les freinages, c'était plus ou moins plus petit, égal ou plus petit à moins 65 G. Pour les yaws, on avait, pour les comportements à risque, c'était 6 degrés en 3 secondes. Pour les accidents, je pense 4 degrés en 3 secondes. Donc, on avait des déclencheurs comme ça pour les événements force G. D'accord. Et donc, la note, elle est globale sur une note de conduite? Le score composite qu'on avait, ça combinait en fait accélération, décélération, virage et le lacet. Et vous avez vérifié tous les événements? Vous avez 234 quasi-accidents, c'est ça? Oui, pour les accidents, ils sont tous vérifiés par les codeurs. Pour les forces G, on a fait une comparaison pour voir si le fait d'avoir une caméra ajoutait, et on a ça dans un des articles où on a comparé les deux. Et c'est quand même assez bien. On a je pense que c'est plus que 90 qui était bien identifié par le déclencheur. Et donc vous avez plutôt il vous manquait plutôt des événements ou vous avez plutôt de fausses détections, des fausses alarmes ou des détections? Non, on a peu de fausses alarmes. Peu de fausses alarmes? Oui, avec, selon, je ne me rappelle pas exactement des chiffres, là, il y a, dans un des articles, vous le verrez, mais c'est plus grand que 0,90, là, la correspondance. On a comparé les deux. Donc, il y a peu de fausses alarmes, en fait. Vous avez 10 de fausses alarmes et 90 de... Moins de 10 Et par contre, des non-détections, vous avez Non, pu on va vérifier? accuser les non-détections. Comment tu veux savoir? Si tu fais un test tu regardes quelque chose que tu ressens, est-ce que tu le retrouves après avec le trigger? Puisque vous avez fait une partie sur un parcours, c'est ça? Avec le sujet au départ? C'était dans un véhicule instrumenté qui appartient au centre de recherche. Et on aurait pu faire une grille d'observation pour détecter des événements qu'on aurait bien voulu qu'ils trouvent, pour faire une détection. Et est-ce que, je pense que ça doit être assez connu, les types d'accidents qui sont les plus fréquents chez les jeunes conducteurs. Est-ce que vous avez regardé si au niveau des incidents on retrouvait la même distribution et est-ce que, par contre, dans les accidents qu'ont les jeunes conducteurs, il y en a qui peuvent ne pas amener de la part du jeune conducteur des forces d'accélération, des accélérations, et donc qui ne pourraient pas être estimés par les incidents? Je vais essayer de répondre. On a regardé dans une des études qui n'est pas publiée encore, on a regardé les accidents plutôt avec responsabilité et non-responsabilité. Là, mais dans les 279, il me semble que c'est les deux. Donc, dans le cas qu'on a montré, c'était un cas, par exemple, où ça serait sûrement le conducteur derrière qui aurait été imputé de la faute. Est-ce que je ne suis pas sûre que je réponds à votre question, par contre. Vous avez déterminé des responsabilités pour les quasi-accidents? Non, en fait, ça, je ne peux pas trop vous expliquer parce que c'est en cours, mais c'est pas secret, c'est que en fait, j'étais peut-être moins impliquée dans cette portion-là, mais si... Mon Dieu, parce qu'en fait, dans l'étude sur l'inattention et la distraction, c'est une comparaison avec le 100 Car Study. Donc, il y a des choses qui ont été mises pour que ça soit plus comparable. Donc, il y a eu un travail qu'ils ont fait sur ça, mais je suis moins familière avec
moins familière avec cette portion de l'étude. Donc, je ne pense pas du tout répondre à votre question, malheureusement. Mais... Non, moi, je pensais que peut-être on avait des accidents type, des accidents des conducteurs novices, par exemple franchissement de stop, sortie. Donc, ce qu'on avait, oui. Et donc, en connaissant la distribution des accidents les plus fréquents, est-ce qu'après on pouvait regarder si les incidents qu'on trouvait, c'était les mêmes types d'incidents que les accidents qui pouvaient avoir? Oui, ben, en fait, les presque accidents ont la même distribution que les accidents. Oui, chez les novices. En fait, ce qu'on a vu, bon, en fait, je vais peut-être laisser en termes de typologie ce qu'on a vu, entre autres, c'est une bonne question de mémoire. Là, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vu, par exemple, les accidents à un seul véhicule sont très importants chez les jeunes. Donc, on a vu ça, c'était un des facteurs importants. Mais c'est vrai qu'on pourrait là peut-être plus discuter de ça. Je pense pas qu'on en a si bien discuté en fait dans l'article qui porte sur le sujet. Donc, merci du commentaire. Parce que c'est une interrogation, par exemple, quand on voit les Sankar Studies, on voit qu'il y a plus de risques liés à l'usage du SMS que la conversation téléphonique. Mais après, on peut se dire aussi, c'est des typologies d'accidents qui ne sont pas les mêmes parce que l'effet sur la conduite n'est pas le même. Donc, passer un SMS, il y a des problèmes de contrôle de trajectoire. Donc, on peut penser que c'est normal que des indicateurs qui mesurent des accélérations ou des décélérations ou des modifications de trajectoire voient plus facilement ce type d'accident que des accidents, par exemple, de style inattention, distraction cognitive, où là, c'est plutôt je regarde mais je ne vois pas, où là, on peut aller tout droit et en fait de compte, soit la voiture qui était là est passée, soit c'est l'autre qui fait une manœuvre d'évitement. Donc, c'est un questionnement qu'on peut se dire que tous les accidents, ils n'ont pas les mêmes marqueurs en dynamique de véhicule, qui fait qu'il y a peut-être ces techniques, elles peuvent peut-être mieux mesurer certains accidents que d'autres accidents. Donc peut-être, regardez, tu es d'accord avec nous? À 100%. Donc peut-être pas. Si on arrive sur les incidents à trouver la même population au niveau des formes, des zones où ça se passe, et des types de conflits que dans les accidents, là on pourra dire, eh bien, utiliser les incidents, ça permet d'estimer les accidents. Moi je crois, je rencontrerai ce que vient de dire Corinne, pour avoir travaillé sur les... Enfin, ce qui s'est passé, c'est que dans le cadre d'une expertise collective sur le téléphone, peut-être que vous êtes au courant de ce travail. Très peu, mais si vous voulez bien m'en parler. Donc il y a Corinne, Marie-Pierre et d'autres qui étaient impliqués. Et du coup, on a été amené à regarder de près toutes les études qui étaient parues là-dessus. Et parmi les études avec des résultats intéressants, il y a les naturalistes citoyens, il y a celle de Virginia Tech, il y en a d'autres. Et à chaque fois, pour moi, il y a deux problèmes. Il y en a un qui n'est pas très grave, qui est au niveau statistique, où il y a beaucoup d'analyses que j'ai vues qui ne me paraissent pas correctes parce qu'elles ne reprennent pas le fait qu'il y a beaucoup de points de mesure faites par individu. Mais ça, il faut en tenir compte. Il y a des techniques pour ça qui n'ont pas encore été employées, peut-être parce que ce n'est pas encore abouti. On a vu surtout des rapports qui ont été produits par des publications dans des revues. Bon. Donc ça, c'est juste une phase et je pense qu'il y a moyen, ce sera assez facile de faire des choses de façon plus standard au niveau statistique. Par contre, le passage et l'utilisation, on comprend bien l'utilisation des quasi-accidents plutôt que des accidents, parce que sinon, on ne voit rien puisqu'il y a 4 accidents. On voit bien l'intérêt. Par contre, il me semble que en tout cas sur ce que moi j'ai lu, et ce que vous venez de présenter, ça va un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction entre les différents quasi-accidents, on les prend tous, et il est à peu près évident qu'il y en a certains qui seront vraiment précurseurs d'un accident et d'autres qui ne le sont pas. C'est sans doute dommage, mais peut-être que c'est un travail que vous êtes en train de faire ou qui a été fait et on n'a pas vraiment identifié que ça avait été fait. Mais de faire le tri dans tous ces quasi-accidents en disant il y en a dont on peut penser qu'ils sont vraiment précurseurs parce que le mécanisme
est vraiment le même que ce qui aurait pu aboutir à un accident, et puis d'autres qui ne le sont pas, faire le tri et faire des analyses là-dessus. Plutôt que de prendre tout ce qui est qualifié comme quasi-accident, on y va. Parce qu'après, ça jette le trouble sur les réactions qu'on a en évidence. Alors moi, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Et le fait, typiquement, pour finir, le fait, ce que vient de dire Corinne, par rapport au téléphone, le fait que vous trouviez aucun risque par rapport à l'utilisation du téléphone en usage normal, c'est un peu troublant par rapport à ça. Oui. Hein? En fait, par rapport au téléphone, il y a d'autres choses encore. Je vais essayer de répondre à ce que tu as dit. Mais dans ce que tu dis, il y a aussi autre chose qu'il faut ajouter, c'est le problème des baselines. Parce qu'en fait, il y a un choix sur les baselines et en fait, c'est jamais vraiment très bien expliqué dans les études naturalistes. C'est jamais trop bien expliqué comment elles sont calculées. Et du coup, il y a un problème avec les baselines. Moi, je trouve que le problème avec les baselines est presque plus important que le problème avec les événements et les perspectives. Mais n'empêche que c'est vachement intéressant comme étude. Ça apporte énormément d'éléments et moi, je trouve qu'il y a vraiment un avenir avec ces études-là. Ça, c'est en grand développement. Et puis aussi, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y avait une personne avec laquelle je travaillais qui disait si on faisait l'étude parfaite, nous serions tous sur le chômage. Alors, c'est toujours dans l'idée de s'améliorer par la suite. Mais si vous avez des publications sur le sujet qui tiennent compte de ces points, ça va me faire très plaisir de les lire et de les partager avec mes collègues. Donc, je vous laisserai ma carte. Ça me ferait très plaisir. Si c'est en français aussi, je pourrais le traduire. Donc, vous semblez avoir de très bonnes idées. C'est vrai que ces incidents, on comprend qu'il faut les utiliser pour pouvoir tirer des résultats. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être encore plus à travailler dessus pour peut-être pas tous les prendre, en prendre certains, et pour montrer en fin de compte qu'ils sont représentatifs de l'accidentologie. Mais tu peux pas faire ça, ça rêve. Non mais, donnez-moi des critères objectifs pour dire cet incident, vous montre la vidéo et tout, et vous allez me dire cet incident, il est représentatif de tel type d'accident. Non mais on sait déjà... On ne sait pas le faire. Si on a déjà la distribution des accidents, en sachant que la majorité des accidents dans ce type de population, c'est dans telles conditions, on peut voir si les incidents qu'on trouve... Dans de telles conditions. Oui, le gros problème, c'est comment définir un incident. Là, il y a un projet européen, Footnet, qui ils sont mis tous les spécialistes pour définir qu'est-ce qu'un incident, comment on peut arriver à définir. Eh bien, il y a plein de trucs qui se disent, mais il n'y a aucune position scientifique actuelle qui est capable de dire c'est 0,5G pendant une durée de combien de temps, un freinage c'est quoi. Donc on sait définir des événements. C'est pour ça que je peux bien parler d'événements, parce qu'un événement c'est objectif. C'est un freinage de plus, ce que vous avez dit, c'est un événement pour moi, plus qu'un incident. Un freinage de plus de tant de choses, de tant de temps, avec un latéral et tout ça, donc là on peut écrire quelque chose. Mais après dire que c'est un incident, on passe au niveau du risque. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'est pas capable de relier un comportement aérodynamique d'un véhicule avec le vrai risque d'accident derrière. Et ça, je pense qu'on y arrivera peut-être dans 10 ou 15 ans et encore, quand on aura fait 3 milliards de kilomètres. Et qu'on aura réellement, parce que même avec les 100 cas, je te dis, ils ont 72 accidents. Avec ça... Celui qui s'est dépassé maintenant en achat. Oui, d'achat. Mais même, bon, ils vont arriver à 700. Ils vont arriver à 700, mais est-ce que même avec 700, ils seront assez représentatifs des accidents? Dans le commercial véhicule, ils en ont mis l'accident déjà. Dans lequel? Bus and truck, DTI. Oui, donc ils auront les accidents spécifiques des camions. Mais on reste toujours avec d'autres problèmes, c'est-à-dire la sélection non aléatoire des participants. Enfin, il y a plusieurs choses qu'on ne peut pas régler. Donc, en fait, parce que ça serait bien de prendre la liste de tous les habitants, de les choisir. Et qu'ils acceptent tous. Par contre, ouais, c'est ça. il y a une chose qu'on ne prend pas tout le temps en compte et qui est primordiale, c'est le trafic.
compte du trafic? Oui, on a... Vous arrivez à la sélectionner par rapport au trafic? Parce que nous, ça a été très très dur de... On le note, en fait, est-ce qu'on en tient compte? On en tient compte dans plusieurs des choses qu'on code, par exemple les tâches secondaires, etc., quand on ouvre les données, mais pour les vitesses, est-ce que là, on a regardé chacune des excès de vitesse? Probablement pas, hein? Donc, on a sorti, c'est possible que des personnes auraient fait un excès de vitesse s'il n'y avait pas eu de circulation dense. Par contre, on n'est pas dans une région où il y a énormément de trafic, en général. Donc, c'est une ville de population pas si importante. Il y en a un peu, là, mais c'est pas... puis on a choisi... il y a quand même du trafic, mais c'est pas du tout comparable à ce qu'on connaît à Lyon ou à Montréal. C'est pas forcément évident, puisque après, vous sortez des autres ratios. C'est-à-dire, vous sortez des risques relatifs, des estimations de risques relatifs, qui sont censés être valables, quelles que soient les conditions de circulation ou presque, à l'intérieur de ce qui a été observé. Oui, mais dans l'observé, on a rarement on n'a pas le trafic en automatique. Non, mais ce qui est important, c'est que ce que disait Marie-Pierre, la baseline, le niveau de référence, soit distribué de la même façon au niveau des conditions de trafic que le niveau qui est de référence. Donc dans les à ce niveau-là. Oui, donc ça, pour des études où il y a eu un codage de la baseline, ça marche, mais pour les autres, c'est vrai que des fois, pour les heures speeding, c'est pas évident de faire sur toute la base parce qu'on n'a pas les trafics. Mais quand on a un baseline, c'est toujours... c'est dans les types d'analyses qui sont faites avec un baseline sur c'est toujours regardé. Plutôt, on avait comparativement aux parents, mais lorsqu'on regarde, par exemple, l'inattention, distraction, c'est toujours à trafic comparable. Ah oui, puisque là, vous ouais. codez. Là, on code tout. Vous la codez, en même temps, vous codez le trafic. On code ça, c'est ça. Ouais. Mais justement, par rapport à ça, les fenêtres d'analyse pour les éléments en distraction, ça, c'était 6 secondes, je crois, dans le 100K. C'est pareil? Pour l'inattention, distraction? Ouais. Je pense qu'on est plus à 10. Non, 6 secondes avant. C'était 6. Je pense qu'on est à 10. C'est sous toute réserve. Sous toute réserve, par contre, mais ouais. C'est pas beaucoup plus si c'est. Ouais. Et justement, par rapport à ça, le fait que. Enfin, pour le téléphone, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de son. Alors, quand la personne a son téléphone à la main, bon, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais moi, je me souviens avoir vu un certain nombre de vidéos où on nous disait, bah, là, la personne téléphone, là, elle ne téléphone pas. Franchement, on n'a pas... il n'y avait pas deux personnes qui avaient la même opinion sur le fait que la personne était en train de téléphoner ou pas. Donc c'est vrai que mesurer le risque qui est lié à l'usage du téléphone qu'on ne sait pas mesurer, c'est difficile quand même. Sur une vidéo, on voit quelqu'un qui parle, on ne sait pas s'il chante. Comme on prend que quelques secondes avant l'événement ou l'événement, enfin, c'est une fenêtre très petite. Donc on ne voit pas s'il a fait un numéro de téléphone avant, ce qu'il a fait, on ne voit pas si... Je crois qu'on n'avait pas de participants qui avaient un hands-free. On a demandé ces questions. Je peux pas... Même quand on n'a pas un téléphone libre, même si on le met en position parleur, ouais, on peut le poser quelque part. C'est très difficile de vraiment savoir si quelqu'un au téléphone ou pas, quand on n'a pas le son et quand on a des fenêtres aussi. Mais je pense que... Mais on ne remonte pas, c'est les codeurs, ils ne remontent pas. Les codeurs, ils sont... En fait, dans certains cas, oui. Là, quand il y a de l'ambiguïté, ils vont remonter pour identifier le... Non, mais ça pourrait se faire, ça je suis sûre. Mais je veux dire, c'est vrai que compte tenu du nombre d'événements, ils ne le font pas. Mais quand il y a de l'ambiguïté, c'est fait, mais ça pourrait arriver que la personne est perçue en train de parler, il n'y a pas d'ambiguïté, qu'effectivement, ils ne vont pas aller vérifier, mais... Mais la personne peut être en train de chanter. Oui. Il peut aller tout seul, se raconter un truc.
J'ai pas tout à fait compris. Est-ce que la vidéo est collectée tout le temps et les photos aussi, comment ça marche? Quand est-ce que c'est collecté La vidéo, c'est ça, c'est tout le temps. Et puis les photos, c'est démarrage et c'est repris à plusieurs moments. Ouais. Oui. Donc au cas où, par exemple, si on arrête le véhicule, mais pour attendre un passager, donc c'est quand même considéré, si par exemple on part de la maison, on arrête chercher un ami, on va à l'école, c'est un déplacement, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs photos qui sont prises. Et on compare s'il y avait un passager ou pas au début et à différents moments du déplacement. Oui? À un moment donné, dans une des vidéos que vous montriez, je crois le shot par l'arrière, on a des vues qui switchent, qui passent en vue, enfin il y avait un basculement de vue en fait. Ah, d'accord. Je veux savoir si ça c'était de façon automatisée ou si c'était... quand vous rejoignez les données, vous pouvez choisir ce que vous voulez visualiser ou vous avez un package de base avec toutes les vues vous parlez de la première que j'ai montrée? Il me semble en fait, c'est que j'ai collé... la vue change. J'ai collé deux images en bas. Je ne sais pas si c'est de ça que vous parlez. Là, ça semble gelé, là, mon ordinateur, donc je ne peux pas vraiment retourner, mais il y avait 4 vues et puis en bas, j'ai mis les 2 autres. Donc oui, on peut utiliser, on peut jouer celle du bas. D'accord, je croyais qu'il y avait une forme d'intelligence, genre s'il y a une pression à l'arrière, on regarde, on lance la vue arrière. Donc elles sont disponibles, mais souvent on va montrer les 4 principales. Et donc, quand on visionne, souvent, ça va passer d'une à l'autre dans le système qu'on utilise. Et au niveau de la détermination des événements, là, quand on parle, ça ne veut pas si c'est très différent de ce qu'il y a dans une podcast oui, parce que c'est les mêmes personnes avec lesquelles on travaille. Donc, c'est par rapport aux accidents, les événements, oui, c'est très semblable. Ouais. Et dernière question en lien avec ça, ça c'est développé sur les véhicules qui eux utilisent dans le laboratoire. Oui. Donc c'est... Ils l'implémentent en direct sur la voiture, il n'y a pas de paramétrage particulier. En fonction de vous installez ça sur un monospace, une Merlin ou n'importe. Il y a ça dépasse un peu là, mes compétences, mais de ce que j'en sais, en fait, les appareils sont installés sur les véhicules. Ça prend peut-être, ça peut aller, je pense, de 2 heures à quelques heures. Dans certains cas, c'est plus complexe de l'installer. Mais ils ont toujours réussi dans la même journée à installer l'appareillage dans le véhicule, là, de ce que j'en sais. Donc, généralement, assez facile, quelques cas plus difficiles. C'était plus sur pas l'aspect matériel, mais plus l'aspect configuration. Par exemple, c'est différent. C'est différent. Ils ont des adaptations à faire. C'est pour ça que c'est plus long dans certains cas, mais dans la plupart des cas, ça se faisait très bien et d'une façon, je pense, assez systématique, mais des cas particuliers là, où il y a des adaptations à faire, c'est clair. Et par exemple, le radar dont vous parlez, c'est un pack qui vient avec le système d'acquisition, c'est quelque chose qui est présupposé sur les voitures? Non, c'était ajouté. Et puis c'est ça, on n'a pas eu un grand succès avec cette mesure. Non, on avait beaucoup de données à l'infini, très difficile. En fait, on n'a même pas trop regardé pour le moment, mais c'était pas très concluant, là. Ce qu'on a utilisé, on était intéressé parce que les jeunes on a vu là, dans une étude qui était faite par l'équipe avant qu'ils sont peut-être plus portés de suivre de près un autre véhicule en présence de passagers, mais on n'a pas vraiment pu poursuivre cette voie. Naturellement, tout se développe très rapidement, la technologie. Hein, donc, il y a plusieurs choses qui étaient utilisées dans cette étude-là. Il y a eu plusieurs avancées technologiques depuis. Oui, parce que nous, on l'a fait, et c'est vrai que le radar, c'était pas le pied, ça marchait pas. Surtout à moins de 100 mètres. Ouais. C'était correct. Peut-être en fait, je ne peux pas vous dire, peut-être sur une utilisation à long terme, comme ça ne nous a pas très bien servi. Peut-être qu'il n'y a pas toujours beaucoup de circulation non plus, en tout cas. Peut-être, oui. Il y a plusieurs, je ne me rappelle pas, ça va être très longtemps qu'on a parlé de ça, mais c'est ce dont je m'en rappelle. Je ne sais pas s'il n'y a plus de questions, on va clore la séance. Et merci à tous d'être venus écouter. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.